Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce club francophone, votre émission consacrée aux livres et à la francophonie. Nous allons vous faire voyager depuis les studios de TV Monaco avec ce rayonnement international à travers nos séquences et reportages. Aujourd'hui, nous irons à Marseille et au Bagne pour une immersion dans le monde de la police autour du prix de l'évêché qui met en lumière la littérature policière. Nous serons avec de grandes personnalités entre l'hôtel de police à Marseille et le site de la Légion étrangère à Aubagne. J'ai été le premier lauréat. Oui, en 2018. En 2018. Oui. Et donc, quand je l'ai annoncé à mon éditeur, il croyait que c'était l'archevêque qui m'avait donné une médaille pour me récompenser mes vertus. Nous, ce qui nous importe, c'est vraiment, on a une fiche de lecture, on a 5 critères, mais il y en a 2 qui sont vraiment prédominants. C'est la qualité d'écriture et la qualité de l'intrigue. Jean Contrucy, Eric Arella, le chef de la police monégasque et Jérémy Classe, entre autres, pour notre grand reportage autour du prix de l'évêché aujourd'hui dans le club francophone. Et puis notre club de lecture, bien sûr, avec un lecteur lycéen et les pépites des libraires. Et on commence cette émission avec un premier invité, une grande éditrice qui perpétue à faire rayonner le nom de son illustre père. Bonjour Héloïse d'Ormesson. Bonjour Emmanuel. On vous a invité pour mettre en lumière votre maison d'édition, bien sûr, mais aussi car l'écrivain Jérémy Classe, auteur de L'Horloger, est publié chez vous et il a reçu l'an passé le prix de l'évêché Polar du Sud. Qu'est-ce qui vous a décidé à publier ce roman, Héloïse ? Écoutez, ça a été effectivement une surprise parce que j'ai reçu ce roman, L'Horloger, qui est terriblement, redoutablement efficace, un formidable thriller. Ouais. Mais nous, a priori, les éditions Eliott Zormesson, nous ne publions pas de thriller. Et j'étais sur le point de passer ce manuscrit que je trouvais vraiment excellent. Et au sein du comité de lecture, on avait tous été complètement happés et on avait trouvé que c'était haletant. Néanmoins, je me disais, bon, le thriller, c'est pas pour nous, mais pourquoi ne pas publier Voilà, un pourquoi pas auteur essayer ? Bon, Pourquoi ne pas publier de Jérémy Classe, auteur belge, En plus, qui et publier ce roman qui est d'une totale nervosité et vraiment assez incroyable. Alors, on va retrouver Jérémy Classe tout à l'heure. Depuis Aubagne, les romans policiers, les polars ont toujours le vent en poupe. On en lit beaucoup en France et à travers la francophonie, Héloïse ? Oui, je pense que d'une part, le polar permet de réconcilier deux démarches, celle du divertissement, parce que un polar bien fait, évidemment, vous ne le lâchez pas. Il y a une tension narrative qui fait partie, qui est exigée par le genre, mais quand le polar est bon, il vous permet aussi d'explorer un milieu, un pays, et de vous ouvrir les yeux sur une certaine réalité sociale. Donc, c'est à la fois un genre qui permet de soulever des questions sociales, mais pas seulement, et c'est très divertissant. Avez-vous des textes inédits de votre père Jean d'Ormesson en réserve et que vous allez publier chez Héloïse d'Ormesson ? Écoutez, non, je pensais qu'il n'y avait pas d'inédit de mon père. On en a publié un en novembre dernier, donc c'est encore tout frais. Donc ça a été une divine surprise l'année de son centième anniversaire, du centième anniversaire de sa naissance. J'ai eu vraiment l'impression qu'il m'offrait un cadeau de l'au-delà. Mais là, je crains alors il reste quelques chroniques. Il n'est pas impossible qu'un jour on publie un recueil de chroniques. Mais à ma connaissance, mais je dois dire qu'il y a encore 1 an et demi, 2 ans, je vous aurais répondu qu'il n'y avait pas d'inédit de mon père. Et on en a trouvé un, donc il n'est pas exclu qu'on en trouve d'autres. Encore un. Bon, je suppose que vous préparez... Que je m'empresserai de publier, évidemment. Évidemment, et de nous en parler, hein. Vous viendrez ici nous en parler. Vous préparez la rentrée littéraire, là, en ce moment même, hein. C'est ça ? Absolument. Ça y est, c'est déjà l'ébullition, la ronde des présentations a commencé et on est tous dans les starting blocks. Ça y est, ça va être 3 mois d'intense préparation. Bon, chacun va affûter ses armes pour être bon, on aura l'occasion sur la ligne de départ. On aura l'occasion d'en reparler, je l'espère. Vous publiez combien de livres ? 3, 4, 5 ? Combien cette année ? 3. Une rentrée exclusivement féminine.
Parfait. Merci Héloïse d'Ormesson. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bel été et une bonne préparation de votre rentrée littéraire. À bientôt Héloïse. Merci Emmanuel, au revoir. Au revoir. Cette semaine, le club francophone vous parle roman policier avec le prix de l'évêché. Cap sur Marseille et Aubagne pour ce grand reportage en immersion avec Éric Arella, directeur de la sécurité publique de Monaco, Jérémy Claes, lauréat 2025 et une légende du journalisme marseillais, Jean Contrucy. Sans oublier, bien sûr, vous le verrez, la révélation du lauréat 2026. Bonjour Jean Contrucy. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici dans le quartier du Panier. Oui. On est juste à côté de l'évêché, l'hôtel de police qui est juste derrière. Oui. Vous êtes une figure emblématique du journalisme, de la littérature policière aussi ici à Marseille, avec aujourd'hui un rayonnement à travers toute la francophonie. Jean, vous avez été journaliste pour le Provençal, oui, correspondant pour le journal Le Monde. Vous avez publié une vingtaine de romans, une dizaine d'essais, de documents. Cette ville de Marseille, ce quartier-là notamment, c'est une source d'inspiration importante pour vous. Bien sûr, oui. D'ailleurs, le héros de la série de romans policiers que j'ai fait, qui s'appelle Les Nouveaux Mystères de Marseille, habite place de l'Arche, comme par hasard. Alors c'est un carrefour à histoire, hein, ce quartier du Panier. C'est même le quartier fondateur de la ville. C'est le plus vieux quartier de France. Plus vieux quartier de France. Eh oui. Il a 2700 ans. Oui, c'est ça. Voilà. Donc on toutes marche les dans histoires, des rues où les fondateurs ont dû marcher avant nous. toutes les histoires que vous racontez, elles viennent forcément d'ici en partie. En tout cas, elles ont été inspirées par votre travail de journaliste aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, comment dirais-je, c'est un lieu de mémoire de la ville, parce que c'est ce qui reste des vieux quartiers. Une bonne moitié des vieux quartiers ont été détruits en 1943 par les Allemands. Et donc, c'est ce qui reste du cœur de la ville. D'ailleurs, la place de l'Anche, qui est un peu le cœur du quartier aussi, c'était l'agora des Grecs, fondateur de la ville. Alors des histoires, vous en avez plein, vous en avez connu plein. Oui. Quand vous étiez journaliste, j'imagine. Oui. Qu'il s'est raconté beaucoup de choses, que Oui. vous avez relaté beaucoup de choses aussi. Bien sûr, oui. Je suis venu d'ailleurs en trombe un jour de 1966 à l'évêché, parce que l'évêché ici, c'est pas le palais de l'évêque, mais c'est le commissariat central. Oui. Qui a été transformé. Qui a été transformé, oui. C'est l'ancien palais épiscopal. Lors de la séparation de l'Église de et de l'État. l'État, exactement. Mais on appelle toujours l'évêché. Oui. Alors ce qui est amusant, c'est qu'il y a un prix de l'évêché, puisque nous sommes là aujourd'hui pour célébrer le cru 2026. Ce qui est amusant, c'est que j'ai été le premier lauréat. Oui, en 2018. En 2018. Oui. Et donc, quand je l'ai annoncé à mon éditeur, il croyait que c'était l'archevêque qui m'avait donné une médaille pour me récompenser mes vertus. Oui, alors que c'est un prix Oui, c'est un littéraire, prix littéraire. que vous avez reçu d'ailleurs pour l'affaire de la Soubérane, C'est ça. paru chez Jean-Claude Lattès, qui nous emmène sur les hauteurs de Marseille, Oui. avec le quartier de Château-Gombert Château-Gombert, oui. et le mystère d'une grotte. Alors attendez, on a le petit train qui passe, on va le laisser passer parce que vous connaissez les rues Oui, du Panier. bien sûr. Et puis il fait partie aussi du folklore Il fait marseillais. partie du folklore. Et on est filmé aussi par les touristes, vous voyez. Allô. Allez-y, passez. Bon, on arrive sur la place des Pistoles. On arrive sur la place des Pistoles. Alors, c'était une rue, mais l'îlot central a été démoli, donc à cause de vétusté. Mais il y a toujours la plaque rue des Pistoles. Ah oui, il y a alors marqué rue des Pistoles juste en face. Voilà. Alors je parle de la rue des Pistoles parce que, figurez-vous que c'est l'un des romans de Jean Contrucy. Et oui. Vous avez utilisé des noms de rues, des noms de quartiers Absolument. aussi pour écrire vos romans. Oui. Ça part de là en général. D'ailleurs, Ça part d'une rue ou d'un quartier. Oui, toujours. Et ici, bien évidemment, j'avais de la matière, d'autant plus que là aussi, je suis parti d'un fait divers réel, avec la découverte d'un guérisseur un peu fou, vous voyez, qui faisait le pari de guérir les gens. Alors, moi, j'ai appelé ça le vampire de la rue des Pistoles, mais c'était un vampire à l'envers. C'est-à-dire, il donnait son sang pour guérir les gens. Et puis, comme il était un petit peu excessif, disons, pour employer une litote, il disait, d'ailleurs, moi, je ne mourrai jamais. Et si jamais ça m'arrivait par inadvertance de mourir, il suffirait de me faire manger un bout de mon foie
et je ressusciterai. Et on l'a retrouvé avec le ventre ouvert et un morceau de son foie enlevé. Donc il y a un cinglé encore plus cinglé que lui qui a essayé de voir si le coup marchait. L'histoire que je viens de raconter sur le guérisseur fou, là, c'était dans les journaux. Ouais. Bon, évidemment, après, j'en ai fait mon miel, mais je pars toujours d'une réalité ou d'un personnage ou d'un quartier. Quelquefois, c'est le quartier qui est le point de départ. Et quelquefois, c'est le personnage qui a vraiment vécu dans le quartier. Après, je reprends ma liberté, mais je veux que les gens pensent que c'est du reportage. Jean, vous avez dû fréquenter assez souvent l'évêché pour votre travail de journaliste. Ça m'est arrivé, oui. Quels étaient vos rapports avec la police? Comment ça se passait? Ça se passait tout à fait entre gens de bonne compagnie, quoi. Il n'y avait pas de problème. Il y avait beaucoup moins d'abord de journalistes et ensuite les rapports avec la police étaient plus basés sur la connaissance personnelle du policier que sur il n'y avait pas d'agence de presse, si vous voulez. Il n'y avait pas de service policier, de presse, service de communication voilà. comme il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas non plus de communiqués qu'on recevait directement sur un téléphone. Donc il fallait venir. Je me rappelle une date particulière, du moins l'année, c'était 1966, lorsqu'on a assassiné celui qui était le patron du milieu, Antoine Guérini. La famille Guérini, c'était des grosses pointures. Donc l'évêché était une ruche, parce que ça a fait autant de bruit dans le milieu que chez les policiers, parce qu'ils étaient connus de tout le monde, bien sûr. C'était la première fois qu'on assassinait un parrain. Donc c'était quelque chose. Je peux vous dire qu'il ne fallait pas poser trop de questions, parce qu'ils étaient sur les nerfs, nos amis de la police. Mais alors justement, Jean, vous êtes-vous retrouvé dans des affaires compromettantes certaines fois, ou en tout cas des moments dangereux pour vous? Parce que vous avez raison, à l'époque, il y avait ces clans mafieux. Aujourd'hui, la criminalité a changé, a changé de visage. Voilà. Mais aujourd'hui, c'était très clair. La mafia était très présente et les journalistes étaient mêlés à ça parfois. On savait à qui on avait affaire. Et ce qu'il ne fallait pas faire ni dire. Voilà, il y avait une espèce de j'allais dire gentleman agreement, c'est peut-être un peu exagéré par rapport au milieu, mais on avait des rapports, voilà, on avait nos informateurs, voilà, chacun. Et moi, je me rappelle le fameux commissaire Bézère qui a fait les plus grandes affaires de l'époque. Je parle des années 60-70. Donc voilà, on se téléphonait. Est-ce que je peux parler de ça? Est-ce que je peux... Voilà. Il y avait une espèce d'entente cordiale. Voilà. S'il nous disait, ne parlez pas de ça pour le moment, on tenait sa bouche. Voilà. Il fallait jouer avec ça. Oui, en fait. Mais je pense que c'est encore comme ça. Hein. Moi, j'ai un peu quitté le milieu, c'est le cas de le dire. Mais je pense que c'est toujours les rapports humains qui sont prévalents. Vous avez quitté le milieu, Oui. Est-ce qu'on a essayé de vous faire tremper, comme on dit? Non, pas du tout. Non, jamais? Non, pas du tout. J'ai des confrères à qui c'est arrivé, qui l'ont payé cher d'ailleurs. Mais non, moi, j'ai pas eu de... J'étais pas spécialisé. Vous savez, la presse régionale, on n'est pas spécialisé comme dans certains canards. On est généraliste. C'est ça. C'est du fait divers, on relate ce qui s'est passé. Moi, j'ai fait beaucoup plus de culture que de police. C'est vrai. Cette place de l'Anche où les Marseillais ont beaucoup de souvenirs. C'est un lieu qui est chargé d'histoire et qui en même temps est un lieu de passage, d'amitié, de famille. Il y a un plan magnifique sur Notre-Dame de la Garde entre deux immeubles. On voit cela souvent dans des films d'ailleurs. C'est un point de vue très important pour la ville de Marseille. Bien sûr. J'ai une question... Oui, d'autant plus que la bonne mère a refait sa garde-robe récemment. Donc, elle a refait sa garde-robe. Elle a été restaurée. Elle a été redorée. Elle est devenue quoi, la mafia, aujourd'hui, Jean Contressy? Qui peut le dire? C'est plus du tout la même chose que... Enfin, c'était pas mieux avant. Il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi. Je veux dire, maintenant, la délinquance, regroupe dans le trafic de drogue. Voilà, c'est ça. À l'époque, c'était plutôt le proxénétisme
et le trafic de cigarettes. Après la guerre, cigarettes blondes, donc il y avait un trafic les bars énorme. aussi. Après, il y a eu les premiers effets de la drogue, et notamment de la cocaïne. Il y avait des chimistes de premier rebours dans le coin et qui fabriquaient de la cocaïne pour les États-Unis. Donc il y a eu un gros trafic entre Marseille. Vous savez, c'est tous les ports. Vous irez à Hambourg, c'est la même chose. Vous irez à Rotterdam, encore plus. Il y a juste à Monaco, c'est pas comme ça, mais les autres, ils vivent comme ça. Voilà. Bon, vous n'avez pas la nostalgie de l'époque, en tout cas. Pas du tout, non. Vous aimez cette époque-là? Oui. Voilà. J'ai des souvenirs, donc, qui peut-être plus que ceux qui ont moins vécu que moi, mais je veux dire, je dis pas c'était mieux avant, c'est pas vrai. Bon, merci beaucoup, Jean Contrecy. C'est moi qui vous remercie. Merci pour cette balade dans le panier. On va rester face à cette Notre-Dame de la Garde qui porte évidemment bonheur à toute la ville. Absolument. Et on va suivre ce prix de l'évêché. On va se diriger vers la cathédrale et on va y trouver une grande personnalité qui a un rôle très important dans ce prix, vous allez comprendre. Oui. Bonjour Éric Arella. Bonjour Monsieur Kéran. Merci beaucoup de nous accueillir ici devant l'hôtel de police Avec grand plaisir. de Marseille. Vous êtes directeur de la sûreté publique de Monaco, en quelque sorte le patron de la police monégasque. Exact. Vous avez été aussi directeur de la police judiciaire ici à Marseille, mais aussi à Ajaccio et en Corse. Et vous avez créé en 2018 le prix de l'évêché. Alors évidemment en référence à l'évêché, puisque l'hôtel de police s'appelle l'évêché ici. Pour quelle raison vous aviez voulu lancer ce prix à ce moment-là? Alors, ce n'est pas une idée personnelle, c'est l'idée d'une équipe. D'abord, c'est une idée Rotary Marseille. D'accord. Donc deux clubs Rotary de Marseille, dont l'un était en train de se constituer, a fait appel à moi dans mes anciennes fonctions de directeur zonal de la police judiciaire, avec l'idée de faire une manifestation Rotary autour d'un prix littéraire. Donc une idée qui paraissait un peu saugrenue, à laquelle finalement j'ai adhéré, et la mayonnaise a pris, si j'ose dire. Et depuis lors, donc, on est dans un attelage assez particulier qui associe à la fois le Rotary et la police judiciaire de Marseille, qui constitue donc l'ADN de ce prix. Alors, vous lisez 60 livres, paraît-il, pour trouver un lauréat. C'est une petite entreprise. C'est une petite entreprise. Comment vous les choisissez déjà, ces 60 livres? Comment ça fonctionne? Alors, le profil du prix littéraire est relativement simple. On récompense chaque année au mois de mai un ouvrage du genre polar ou thriller, dont l'action, donc publiée, donc pas auto-édité, dont l'action se déroule au moins partiellement, on veut au moins 30%, dans un grand sud-est de la France. En fait, on épouse, pour être précis, la zone de défense sud, c'est-à-dire, pour être plus clair, l'Occitanie, la région PACA, la Corse et le pays monégasque. D'accord. On dit que la police aime lire des polars, aime s'y retrouver, critique aussi beaucoup, parce que évidemment, on ne dit pas exactement comment ça se passe, on extrapole, il y a l'imaginaire aussi, même si les écrivains nous disent qu'ils font des enquêtes, mais ce n'est jamais comme la police. Vous aimez, vous, lire des polars, des romans policiers? Alors, j'adorais avant, et là maintenant c'est devenu aussi un peu un travail, un travail de membre d'un jury de prix littéraire, et c'est extrêmement plaisant. On est quand même attentif à un certain réalisme des actions. Donc du coup, les auteurs ont intérêt à s'être bien documentés pour qu'ils soient appréciés au moins par le jury du prix de l'évêché. Et alors, quand les romans dérangent, Monsieur Arella, comment ça se passe? Parce que souvent, dans les romans policiers, on a des policiers ripoux, comme on dit dans le jargon, on a des dérapages de notables, des trafics, un mélange parfois mafieux. Bien sûr. Ça donne pas une image très positive de la police parfois. C'est le domaine de l'imaginaire de l'auteur. C'est pas le regard que nous avons. Nous, ce qui nous importe, c'est vraiment, on a une fiche de lecture, on a 5 critères, mais il y en a 2 qui sont vraiment prédominants. C'est la qualité d'écriture et la qualité de l'intrigue. Après, l'histoire, il faut qu'elle soit cohérente naturellement. Mais vraiment, la qualité de l'écriture et la qualité de l'intrigue, c'est ce qui pour nous prédomine. Bon, on va entrer dans l'hôtel de police juste à l'entrée pour terminer, parce que l'entrée est très symbolique, c'est important. Il vaut mieux entrer en tant que visiteur d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est un lieu chargé d'histoire. Complètement. 1908, l'entrée dans ce bâtiment, qui était le siège donc, de l'archevêché. C'est ça. D'où le nom de l'évêché. Quand on va à l'évêché, c'est comme à Paris, on va au 36, ici on va à l'évêché. Et l'évêque a été expulsé de ce palais épiscopal. On l'a prié d'aller se positionner ailleurs. Et c'est devenu du coup le siège
de la police nationale à Marseille. Bon, merci beaucoup Éric Je vous en Arella, prie, merci avec grand monsieur le plaisir. directeur de la sécurité publique. Nous allons aller dans un autre endroit, lui aussi emblématique, avec un lieu où a élu domicile la Légion étrangère. Exactement. Et nous allons assister à la soirée avec vous et avec les lauréats. Je vous en remercie. Merci à vous. Merci beaucoup monsieur. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée et déclare la 9e édition du prix de l'évêché Polar du Sud ouverte. Merci à vous. Voilà, nous sommes arrivés à Aubagne, comme promis, sur le site du siège de la Légion étrangère, au château de la Demande. Et on a le lauréat 2025 qui est avec nous, c'est Jérémy Classe. Bonjour Jérémy. Bonjour Emmanuel. Bonjour tout le Merci monde. beaucoup d'être avec nous ici, l'endroit est sublime. La cérémonie vient de se terminer. On a suivi un peu les délibérations et on a évidemment le lauréat, on va le retrouver dans un instant. Donc vous, Jérémy, vous avez été lauréat en 2025 et votre grand-père était commissaire de police. Vous avez confié ça après avoir eu le prix? Oui, j'y ai pas pensé au moment du prix lui-même, mais c'est vrai que mon grand-père était commissaire de police à Bruxelles et c'était un type formidable. Donc les deux événements pouvaient se rejoindre, Vous effectivement. étiez plein d'admiration pour lui, paraît-il. Oui, c'était un type vraiment formidable. Un mec bien. Alors il serait fier de vous, du coup. Bah, Parce qu'un j'espère. prix est décerné par la police, en partie, puisqu'il y a le Rotary, mais la police. Oui, évidemment, c'est sûr que ça a du sens, effectivement. Mais d'un autre côté, je pense qu'il aurait été plus fier du simple fait que j'avais écrit un roman Ah oui. et qui était primé en plus. Ouais. Oui. Alors un Belge sur les terres marseillaises, Oui. c'est ce que vous avez dit aussi, ça a été assez troublant pour vous, mais en même temps, votre livre, il se déroule en Provence, Oui. il se déroule à Bruxelles, on part aux États-Unis, on part même en Patagonie. C'est un grand voyage, l'horloger. Oui, c'est un thriller d'aventure, un thriller politique mais d'aventure. Effectivement, on passe sur 3 continents, 3 époques différentes et ma grand-mère née en Provence, donc c'est pour ça que je voulais lui rendre hommage aussi en écrivant ce roman. Vous êtes fait plaisir un peu. Oui, un petit peu. Oui. Alors le grand voyage, avec des pistes multiples, c'est presque un Cluedo, hein, votre roman. Il y a 450 pages, il y a plein d'histoires parallèles comme ça qui à un moment évidemment vont se recouper. C'est ça le polar, c'est ça le roman policier, essayer de noyer un peu le lecteur. Mon roman s'appelle L'Horloger, donc évidemment j'ai voulu créer une mécanique C'est logique. et je pense que le thriller a cette vocation-là de vouloir embarquer le lecteur en fait de A à Z et le fait que nous, en tant qu'auteurs, on puisse les manipuler, c'est une forme de plaisir un petit peu sadique. Le lauréat de ce soir, c'est Bernard Minier, on peut le dire, avec son roman H qui est paru chez Ixo. Ouais. Vous êtes un lecteur de Bernard Minier? Évidemment, mais qui n'est Ah, pas c'est lecteur vrai, oui, c'est vrai qu'il est très- quel amateur de thriller n'est pas lecteur de Bernard Minier? Non, j'ai été très heureux du résultat, évidemment. On Et très se heureux lit pour lui. entre auteurs, Assez entre auteurs fréquemment. de polar. Assez Il paraît qu'il y a fréquemment. une grande solidarité entre les auteurs de polar et de romans policiers, plus que dans la littérature générale. C'est ce qui se dit, oui. Et effectivement, à force de salons, de festivals, on se connaît tous. C'est un microcosme aussi. C'est plus restreint que le monde de la littérature générale. Et donc finalement, on part un petit peu en colonie de vacances, quoi, d'une certaine manière. Et donc on s'entend bien, oui. Vous avez lu H de Bernard Minier? Et pas encore, non. Pas encore. Bon, j'allais vous demander votre avis, c'est cuit. Bon, on va aller le voir en tout cas. Il est juste derrière. Merci. Merci Jérémy Classe. Merci, Emmanuel. Merci beaucoup. Alors le prix de l'évêché Polar du Sud 2026 est décerné à Bernard Minier pour son ouvrage H. Bonsoir Bernard Minier. Bonsoir. Toutes nos félicitations pour Merci. ce prix de l'évêché. Un prix qui est remis par la police en partie. Il y a le Rotary, mais aussi la police. C'est Bien une sûr. fierté, c'est important pour un auteur de romans policiers. C'est surtout significatif parce qu'en effet, moi je me considère comme un écrivain réaliste et avoir les professionnels de la profession qui vous récompensent pour votre travail, oui, ça a un sens. Oui. Mais vous avez dit d'ailleurs le livre est essentiel et central dans notre culture. Complètement, bien sûr. Et la preuve en est, c'est qu'on dérange tant de personnes, tant de gens. Si ça n'avait aucune importance, le livre, personne ne s'intéresserait à nous et personne n'essaierait de faire taire les auteurs. Qu'est-ce que ça représente un prix pour vous, Bernard Minier? C'est une reconnaissance, c'est une satisfaction ou c'est un peu plus que ça? Déjà, c'est un moment de convivialité et puis pour les auteurs qui ont
Alors moi, j'ai pas besoin de cette visibilité et c'est vrai que ce soir, il y a des auteurs peut-être moins visibles que moi qui n'ont pas moins de talent et qui auraient aussi mérité d'avoir un prix. Mais c'est faire vivre la culture, c'est faire vivre la littérature. Et moi, j'ai toujours dit que la littérature, c'est l'école de la complexité, c'est l'école de la nuance et c'est l'école de la lucidité. On est dans une époque où on a vraiment besoin de lucidité et de complexité, et pas simplement de simplification outrancière, de mensonges et de contre-vérités. La lucidité passe par la littérature. Aussi par la littérature et par les livres. Bon, merci Bernard. Merci on vous laisse signer parce que vous avez beaucoup de monde. Merci. Félicitations encore, on est ravis pour vous. Merci, c'est gentil. Merci, à bientôt Bernard. Et nous serons avec Bernard Minier la semaine prochaine pour un grand entretien en déambulation dans l'hôtel de police de Marseille avec des autorisations de tournage exceptionnelles à ne pas manquer. Retour en studio à Monaco avec notre club de lecture. Avant de recevoir un lycéen, on commence avec les pépites des libraires. Bonjour Josiane Letourneau. Bonjour Emmanuel. Vous êtes libraire à Montréal dans la librairie Mediapol et vous avez été fasciné par un roman qui raconte la fuite d'un enfant. La fuite d'un enfant, en fait, c'est le roman de Mathis Savard-Verhoeven aux éditions de La Peuplade qui s'intitule « Une certaine tristesse ». Alors, ce livre-là nous introduit à la parole de Noé. Et vous allez voir que Noé, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Noé, parce qu'il veut sauver des eaux, le souvenir de sa grand-mère d'abord, avec qui il partageait une relation vraiment privilégiée. Et ça, c'est un thème qui m'a vraiment beaucoup plu dans ce livre-là parce que je trouve qu'on parle pas assez de la relation avec les grands-parents et il le fait d'une façon tellement sensible et merveilleuse. Et cet enfant-là, bien, il veut aussi sauver des eaux, ce regard-là qu'il porte sur ses parents, sur son entourage, cet amour-là qu'il ressent pour sa professeure et il comprend pas trop pourquoi il doit pas en parler. Alors, il y a une sensibilité, un regard particulier dont Noé nous fait part dans une écriture qui évoque la vague, justement, évoque la crue de mots. Alors, c'est un magnifique roman, un magnifique premier roman avec une écriture très juste, sensible et maîtrisée. Ça a l'air de vous emballer comme jamais, hein, Josiane. Vous nous avez convaincus rien qu'en parlant de ce livre de cette façon. Oh, ben tant mieux parce que ça vaut la peine d'être lu, vraiment. Merci beaucoup, Josiane. Merci. Je rappelle que vous êtes libraire à Montréal dans la librairie Mediapol. À bientôt, Josiane. Nous donnons la parole aux lycéens chaque semaine dans cette émission. Vous le savez, il était déjà venu sur ce plateau et a souhaité revenir. Alors, on l'accueille. C'est Esteban, qui est un grand lecteur, mais aussi un poète. Bonjour, Esteban. Bonjour. Comment vas-tu, Esteban? Tu as toujours 17 ans? Oui. Tu es toujours en terminale, exact. au lycée Costebel à Hyères. Et tu as choisi un livre qui t'a particulièrement ému, qui est paru récemment et qui vient de sortir en poche. Oui, aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter Step by Step, donc, qui a été écrit par un jeune écrivain de 25 ans, Vianney de Boisredon. Oui. Et donc, ce voyageur est parti de Aix-en-Provence pour un périple de 80 jours pour aller jusqu'aux portes de la Chine, plus précisément au Kirghizistan, en stop et en logeant chez l'habitant. Et donc c'est un livre qui m'a profondément marqué parce qu'on y découvre la sagesse humaine, donc c'est un véritable manifeste pour renouer avec les contacts humains. Et dans ce livre, il indique par exemple que s'il n'y a peut-être plus de contrées extérieures à découvrir, on peut encore découvrir bien des choses dans les consciences humaines. Et donc c'est un livre qui donne confiance en l'avenir, en la bonté de l'homme et nous donne envie de croire. Alors, à 25 ans, il est parti comme ça à travers le monde. Oui. Pas en vélo, rien, en stop uniquement. En stop, c'est ça. C'est fou. Oui, c'est ça. C'est un grand périple qu'il a entrepris, une sorte de défi, mais aussi pour essayer de comprendre la véritable bonté des populations qu'on ne connaît pas forcément, donc des pays de l'ex-URSS. C'est quelque chose d'assez incroyable. On le vit, ce voyage intérieur, en lisant ce livre, on comprend ce qu'il a pu vivre et ça nous donne envie aussi de voyager à travers le monde. Alors, est-ce que ça te donne envie de faire comme lui? Oui. Est-ce que tu oserais partir comme ça à la découverte du monde, comme ça, dans le dénuement total au final? Oui, je pense que c'est quelque chose de très intéressant parce que ils vont être contents, tes parents. Dans notre faiblesse, on apprend beaucoup plus en fait. Oui. On développe de nombreuses qualités et on comprend peut-être certaines choses qui font la sagesse humaine et certains mystères de la vie qui sont uniques. Mais tu serais prêt à le faire? Oui, vraiment. bien sûr. Oui. Très bien. Est-ce que tu écris toujours des poèmes? Il faut savoir qu'Esteban est un grand poète. Il nous avait lu un poème ici, enfin un grand poète pour son âge et déjà abouti, parce que moi j'en ai lu quelques-uns. Ils sont particulièrement réussis. Tu continues? Oui, j'écris toujours de la poésie. D'ailleurs, cette année, j'ai pu être invitée
pour le Printemps des Poètes, donc sur le thème de la liberté, force vive déployée, à faire un spectacle de musique et de poésie, parce que je suis aussi violoncelliste. Ah oui. Et donc ce spectacle aura lieu ce samedi à la médiathèque de Hyères. D'accord, parfait. Bah écoute Esteban, je te souhaite bonne chance. Et il va falloir publier ces poèmes un jour. Hein. Oui. Bon, je fais un appel encore aux éditeurs. Je vous le dis, faites-nous confiance. Il y en a certains qui vont te voir et je pense que vous pouvez jeter un œil sur les poèmes d'Esteban, au moins voir ce qu'il fait. Merci beaucoup Esteban. Merci beaucoup. Merci, je rappelle que tu es lycéen en terminale au lycée Costebel à Hyères et je te souhaite évidemment le meilleur pour le bac. Je pense à tous les lycéens qui sont passés cette saison ici sur cette émission et qui passent le bac. Bonne chance à toi. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Cette émission vit aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Faites passer le message. Merci à toute la formidable équipe qui m'accompagne. Bonne semaine ou bon week-end à vous tous. À la semaine prochaine.